Bienvenue dans cette capsule sur l'homéostasie. Observons tout d'abord les deux figures qui vous sont présentées, soit un individu qui court dans le désert, donc très chaud, et deux individus immergés dans l'eau glacée. Je vous pose la question suivante, est-ce que les individus ont une température corporelle bien différente une de l'autre? À la fin de cette capsule, j'espère que vous seriez capable de répondre à cette question. Donc, bonne écoute! Les objectifs pour cette capsule sont d'expliquer l'importance de l'homéostasie et ses composantes de base, ainsi que d'expliquer les mécanismes de rétro-inhibition. Alors, qu'est-ce que l'homéostasie? On vous parle ici d'un maintien d'une stabilité relative interne, malgré les changements constants de l'environnement. Alors, sur le graphique ici, on pourrait donner quelques exemples pour mieux illustrer ce dont on parle. Prenons tout d'abord un changement extérieur au corps qui sont un petit peu plus faciles à visualiser. Donc, nous sommes sur la terrasse, il y a un beau soleil qui nous plombe là, sur la peau. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien, momentanément, la température corporelle pourrait augmenter. Par contre, le corps est capable d'avoir des mécanismes qui vont faire en sorte que cette température plus importante ne restera pas plus haute, elle va revenir à une valeur d'environ 37 degrés. Même chose serait vrai si vous décidez de sortir dehors sans votre manteau en hiver. Donc, on capterait un changement de température à la baisse, mais encore là, nous avons des actions comme exemple le grelottement qui va permettre de faire augmenter la température corporelle pour la ramener à 37 degrés. En deuxième exemple, je vais prendre un changement plutôt du milieu interne, un peu moins concret pour nous. Prenons la consommation de nourriture. Donc, il y a digestion, les nutriments passent du système digestif vers le sang. Exemple, les glucides, donc le sucre. Nous aurions donc une augmentation de la glycémie dans le sang. Les organes spécialisés détectent cette augmentation de glycémie et tentent de la ramener à la normale. Même chose pour un jeûne. Donc, lors d'un jeûne, nous allons avoir une diminution de la glycémie. Encore là, des organes spécialisés vont détecter cette diminution de la glycémie et vont tenter de la ramener vers 37. Alors, en effet, il y a une stabilité relative, ça veut dire que cette valeur de référence normale ne reste pas constante, elle n'est pas fixe, va varier, les changements internes vont se produire, mais le but, c'est de maintenir toujours une certaine stabilité entre des valeurs limites supérieures et inférieures pour maintenir la santé. Donc, ne pas entrer en pathologie. S'il nous arrivait de dépasser les valeurs supérieures et inférieures, exemple, hyperthermie versus hypothermie, mais à ce moment-là, on sort de l'homéostasie. Donc, l'homéostasie est plus facilement maintenue lorsque tous les systèmes de l'organisme fonctionnent bien. Ils sont interdépendants dans leurs fonctions, c'est-à-dire que le système digestif nous permet d'ingérer des aliments, de les transformer en nutriments qui seront absorbés dans la circulation sanguine. La même chose, mon système respiratoire me permet d'acquérir de l'oxygène lors de la ventilation. Nutriments et oxygène sont véhiculés par le système cardiovasculaire à travers tout le corps pour fournir les cellules du corps, les maintenir en vie et leur permettre de faire une fonction. En utilisant les nutriments et l'oxygène, la cellule va produire des déchets qui sont remis dans la circulation sanguine et pourront être éliminés soit par le système respiratoire sous forme de CO2 ou encore d'autres déchets qui seront éliminés via le système urinaire. Donc, le but est de maintenir encore là une stabilité relative à l'intérieur de mon corps, mais surtout autour de chacune de mes cellules qui composent les organes, les tissus de l'organisme. Comment l'organisme arrive-t-il à maintenir l'homéostasie? Il y a 7 composantes de ce qu'on appelle un mécanisme de régulation, aussi appelé mécanisme de rétro-inhibition ou de rétroaction négative dans l'exemple que nous allons donner. Alors, commençons par la première étape, première composante de ce mécanisme, avec le stimulus. Stimulus qui s'avère être un changement, soit du milieu interne ou du milieu externe. Donc, sur le petit graphique ici, nous avons un changement qui amène la valeur plus basse que la normale
ou encore plus élevé à des degrés bien sûr différents. Ce stimulus, ce changement, pour avoir une réaction adéquate du corps, doit être détecté par un récepteur. Donc, il détecte un changement et il doit amener cette information de changement via la voie afférente vers un centre de régulation. Donc, le centre de régulation peut être habituellement un système nerveux, donc une structure nerveuse ou encore une glande endocrine, ce qui fait qu'en temps normal, le récepteur fait aussi partie, en fait, du système nerveux ou du système endocrinien. La voie afférente pourrait être inexistante ou encore être différente là, selon le centre de régulation. Le centre de régulation fait l'analyse de cette information, va comparer la valeur qu'il reçoit en information avec les valeurs normales et va ensuite prendre la bonne décision pour ramener la valeur à la normale dépendamment du changement. La façon qu'il va procéder, c'est d'envoyer une information, une commande, une directive via la voie efférente vers un effecteur. Cette voie efférente, encore là, va être différente selon l'activation du système nerveux. Nous aurons plutôt un influx nerveux versus l'activation d'une glande endocrine où nous aurions la libération d'une hormone. L'effecteur est composé soit d'une, plusieurs cellules ou encore un organe qui va être activé par la voie efférente pour avoir un effet, une action. Cette action entraîne donc une réponse qui devrait être adéquate au changement qui avait été détecté. Alors, dépendamment de mon effecteur, je peux avoir soit un mouvement, exemple une contraction si c'est un muscle, ou encore la libération d'une substance qui sont soit exemple de la salive, des sucs digestifs ou une deuxième hormone. Donc voilà pour la réponse, l'effet. La réponse ou l'effet veut rectifier le changement qui a été détecté à la base. Donc nous avons ici deux scénarios possibles. Premier scénario, c'est l'homéostasie n'est pas rétablie. Le changement est encore présent. Exemple, si le changement était très très bas, je fais une première boucle ici et je ramène la valeur un peu plus près de la valeur normale, mais elle n'est pas encore atteinte. À ce moment-là, mon récepteur détecte à nouveau un changement qui est plus minime, mais quand même un changement comparativement à une valeur normale. Nous faisons la boucle au complet pour éventuellement arriver à une homéostasie qui a été rétablie. Donc, je n'ai plus de valeur qui est trop basse ou trop élevée, j'ai une valeur normale. Et donc, cette détection du retour à la normale va entraîner l'arrêt de ce cycle du mécanisme de régulation et c'est ce qu'on appelle la rétroinhibition. On arrête de stimuler cette voie puisque la valeur est revenue à la vie. Alors, l'homéostasie en résumé, les caractéristiques d'un système homéostatique sont qu'ils sont dynamiques, donc il y a des variations. Il possède 7 composantes, c'est-à-dire un stimulus de départ qui sera capté par un récepteur. Récepteur envoie l'information via une voie afférente vers un centre de régulation qui permet de faire l'analyse de l'information. Nous avons une voie efférente qui amène une stimulation d'un ou de plusieurs effecteurs qui me permettent d'avoir une réponse adéquate au stimulus de départ. Le centre de régulation est généralement une structure faisant partie du système nerveux ou encore du système endocrinien. Et ils sont habituellement régulés par rétroinhibition. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé dans votre apprentissage.